un résumé du projet associatif que je vais vous présenter. Le document in extenso imprimé sera à votre disposition lorsque vous quitterez la salle. Un exemplaire par personne, évidemment. Donc n'oubliez pas de le réclamer avant de partir. Oui, l'association a été créée en 1958. Il s'agissait à l'époque de rompre l'isolement en créant un lieu d'accueil. Et ceci a conduit à la naissance d'une association qui s'est appelée les Papillons Blancs. Il nous faut rendre hommage aux pionniers de cette époque, M. Marie notamment, M. Papose également, qui furent vraiment les premiers à enclencher une dynamique pour sortir des personnes de l'exclusion où elles étaient reléguées depuis leur naissance et, je dirais, à perpétuité. Et ce mouvement, ce chemin qui s'ouvrait, nous leur devons, et la PUI a continué ce chemin jusqu'en 2018, je devrais dire 2019 maintenant, puisque nous sommes en 2019, et la PUI Centre-Manche, qui, lors de sa création, s'appelait les Papillons Blancs, gère aujourd'hui 17 structures médico-sociales au service de 800 personnes porteuses de déficience. Le territoire, vous le connaissez, c'est Saint-Lô, 40 ans, Condé-sur-Vire, Coutances, Lessé. 2019, c'est aussi évidemment, comparé à 1958, un environnement en mutation. L'environnement humain, bien sûr, les lois, les relations sociales, les niveaux de vie ne sont plus les mêmes. Et ce qui prévalait il y a 60 ans nous paraît complètement obsolète aujourd'hui. Les mutations se sont faites doucement, mais comme l'a souligné là tout à l'heure Madame Douchard, nous sommes là entrés de plein pied maintenant dans des mutations nouvelles dont on ne mesure pas encore totalement la portée. Je ne reviens pas en détail sur la genèse de ce nouveau projet, mais il s'agissait bien d'une réflexion collective ouverte aux personnes accompagnées, à leurs familles, à vous-même, aux administrateurs, avec le soutien d'un consultant extérieur. Ça, c'est à souligner, parce que c'était se garantir d'une méthodologie, c'était aussi se garantir d'un œil extérieur qui puisse rééquilibrer les propos des uns et des autres. Et il ne s'agissait pas d'engager un travail qui ne soit qu'un vœu pieux et qui ne soit pas respecté dans son esprit. Donc, M. Éric Perriou a été un peu le garant de cette démarche, et nous l'en remercions. Avoir un projet, c'est important, parce qu'avoir un projet, c'est avoir des ambitions, pour soi quelquefois, mais pour autrui. Et là, ce sont avant tout des ambitions pour autrui. C'est se fixer un cap. Où va-t-on? Dans quelle direction va-t-on? Comment va-t-on y parvenir? C'est valoriser le positif aussi. C'est pas toujours facile de valoriser le positif. On a tous plus ou moins tendance à se dire « Ah, il y a ça qui ne va pas, il y a ça, il y a ça ». Et ça, on en vient parfois à occulter ce qui fonctionne. Et non seulement ça fait du bien de se dire qu'il y a des choses qui fonctionnent, mais c'est important parce que ça permet d'en tirer aussi de l'expérience. Et l'expérience, elle est toujours riche. Donc, il ne faut vraiment pas se priver de cela. Alors, les buts de ce nouveau projet associatif, ils sont nombreux, mais nous avons quand même voulu les resserrer. Promouvoir la citoyenneté, raisonner en termes de parcours de vie, s'adapter aux nouveaux besoins et les besoins nouvellement exprimés. Et là, on pense à toutes les personnes qui présentent des troubles psychiques, qui ont été longtemps ignorés, mais qui aujourd'hui sont là en force dans notre vie quotidienne et qui frappent à la porte des établissements. Il faut pouvoir innover, anticiper, être performant, mais rester performant également. Dans cette réponse accompagnée par tous, mentionnée tout à l'heure par Madame la Présidente. La réponse accompagnée pour tous se construit sur deux axes essentiels. Le premier, c'est l'orientation permanente. Demain, nous espérons tous que les décisions qui seront prises en MDPH, alors dans la Manche, je crois qu'il y a une autre terminologie, mais voilà, c'est pas, là encore, je vais reprendre le terme de tout à l'heure, mais c'est pas une peine à perpétuité. L'être humain, il évolue. Son évolution, c'est pas une ligne droite. Nous tous,
Nous avançons, nous reculons, nous stagnons, il y a des à-coups, il y a des accélérations. Est-ce qu'aujourd'hui la MDPH est en capacité de prendre ça en compte pour les personnes dont elle a à décider de l'avenir? Je ne le crois pas, nous ne le croyons pas. Et nous attendons beaucoup, évidemment, de ces modifications de la réglementation, qu'on puisse bien mieux répondre aux besoins de la personne au fur et à mesure que ses besoins changent, évoluent, au fur et à mesure qu'elle les exprimera différemment. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et évidemment, le second axe, il découle du premier, c'est logique. Derrière ça, il faut une fluidité des parcours. Aujourd'hui, vous travaillez à tel endroit, mais est-ce que demain, vous n'aurez pas envie et vous ne serez pas en capacité de travailler ailleurs, dans un autre type de service, ou peut-être dans une entreprise? Aujourd'hui, vous avez des besoins qui sont liés à votre santé. Votre santé va s'améliorer. Ces besoins-là vont disparaître, mais peut-être que vous aurez d'autres besoins en termes de reclassement professionnel. Et on sait combien c'est très difficile, très lent, très lourd, depuis des années, de pouvoir infléchir ce qu'on a décidé pour vous, là où on vous a orienté. Donc vraiment, la fluidité de parcours, c'est quelque chose qui doit s'imposer aux administrations, parce que c'est vouloir répondre réellement aux besoins de la personne, à ce qu'elle peut faire, ce qu'elle a envie de faire. Alors, un projet, pour qu'il soit efficace, qu'il ne se perde pas dans les bonnes paroles et un peu les nuages, il doit reposer sur des valeurs. Et les valeurs, souvent quand on parle de valeurs, on parle aux valeurs financières, on parle des valeurs pécuniaires, voire des valeurs affectives. Et lorsque j'avais présenté cet avant-projet lors de l'Assemblée Générale des membres de l'APUI, donc aux parents, j'avais dit, mais vous savez, en général, quand les gens ils manquent de quelque chose, ils n'en parlent pas. Et quand on n'a pas beaucoup d'argent, on le cache, on parle peu. Et je crois qu'il en va de même du domaine affectif. Et les gens qui ont peu d'amour, ils ne réclament pas, ils n'en parlent pas. Et pourtant, Dieu sait que l'amour, ils en ont tous besoin. Et les familles le donnent, mais peut-être pas comme elles auraient voulu le donner. Mais ça, ce sont des valeurs qui sont affectives, qui relèvent du ressenti comme cela. Mais lorsqu'une association construit son projet associatif, elle doit bien identifier ses valeurs et identifier les valeurs qui sont communes à tous ses membres. Il faut aussi accepter de se dégager de l'affectif. Alors, à l'époque, j'étais allé voir un peu ce que signifiait valeur et d'où venait ce terme. Et quand on en fait l'étymologie, en latin, ça vient de valere. Et valere, en latin, ça veut dire être fort, puissant. Et moi, ça me convient bien que quand on parle de valeur, immédiatement, on y raccroche la notion de force, de puissance. Et ça colle bien, me semble-t-il, avec l'idée qu'on partage des valeurs communes et que ça nous rend forts. Et une association, pour exister, elle a besoin d'être de force, elle a besoin que ses membres soient soudés, ils peuvent être divergents, mais lorsque des décisions sont prises, il faut y aller, elles sont respectées, et c'est ce qui fait la force des associations. Et aujourd'hui, évidemment, pour que les associations se fassent entendre dans ce monde où les questions surgissent de partout, à tout moment, en tout lieu, le discours des associations risque de se perdre dans ce magma, d'où cette nécessité impérieuse d'être fort. La valeur, c'est bien sûr des prix attachés à des concepts. Et les concepts, c'est quelque chose qui se définit, qui se réfléchit, ce sont des choses qui peuvent évoluer aussi. Mais être membre d'une association, dans ses valeurs partagées, c'est s'engager à les défendre. Ça veut dire donc pouvoir agir pour défendre ces valeurs, pour les faire connaître. Souvent, lorsqu'on discute avec les uns et les autres, on s'aperçoit « Ah oui, je suis d'accord avec toi. Ben, tiens, tu vois, on n'en avait pas trop parlé, mais on a les mêmes valeurs. » C'est ce qu'on appelle les valeurs implicites. Mais parfois, on pense que partager les valeurs implicites. Et si on gratte un peu, ces valeurs, elles ne sont pas si implicites que ça. Donc c'est important que les valeurs, elles soient connues de tous, qu'elles soient explicites, qu'elles soient claires, qu'on ne se fourvoie pas et qu'on s'assure bien de vouloir défendre les mêmes valeurs. Et c'est ce que nous avons voulu faire avec ce projet associatif. Et dans les valeurs que nous mettons en avant, il y a celle de respect. Alors il y a beaucoup de choses à respecter. La dignité, l'intégrité, la bienveillance, la neutralité, la laïcité, la santé, le refus de la résignation,
l'estime de soi. Voilà des valeurs que les membres de l'association partagent. Voilà des valeurs que nous voulons défendre. Le respect de toutes celles-ci. Évidemment la dignité, parce que chaque individu il a droit à la dignité, quel qu'il soit, ou qu'il vive, quoi qu'il ait fait. La santé, ben oui la santé, nous avons quand même bien le sentiment que les enfants, ou les proches en tout cas, des adhérents à l'APUI, n'ont pas tous des droits à l'accès à une santé qui soit digne d'eux, à laquelle ils ont droit. Pourquoi? Parce que la santé, elle passe déjà par la prévention, et la prévention c'est difficile, il faut qu'il y ait derrière non seulement des personnes proches qui vont en tenir compte, mais ça veut dire aussi tout un système de soins. Est-ce qu'il existe aujourd'hui? Est-ce qu'il est ouvert à la prévention? Est-ce qu'il est formé à cela? Je ne sais pas, je n'en suis pas toujours persuadé. Alors, pardonnez-moi, des fois je dis je devrais dire nous. La santé, c'est évidemment aussi avoir droit à un accès à des soins dans un territoire défini, et des soins qui ne soient pas accessibles à des dizaines et des dizaines de kilomètres. Il faut qu'ils soient dans un rayon proche, et puis il faut que ce soit des soins de qualité, et puis il faut que ce soit des soins qui couvrent tous les besoins de la santé, même si de temps à autre, on doit faire appel à une spécialité très peu répandue, et comme pour chacun d'entre nous, il faudra aller la chercher un peu plus loin. Mais c'est ça aussi, avoir accès à la santé. Le refus de la résignation. Oui, la résignation, elle est grande, de la part des parents déjà. Monsieur Marie, Monsieur Papose, ils ne se sont pas résignés. Combien de parents à leur côté se résignaient? Combien aujourd'hui encore se résignent devant le sort qui est fait à leurs proches? Et puis le proche lui-même se résigne quelquefois. Je suis bon à rien, on m'a mis là, je suis content, c'est bien. C'est quoi ton envie? Ta vie c'est quoi? On va. Non. Cette forme de résignation, vous la connaissez tous, vous la vivez à vos côtés, avec toutes les personnes que vous accompagnez. Ce n'est pas le cas pour toutes, mais je pense que ça reste encore très prégnant dans votre vie de professionnel. L'estime de soi. Oui, l'estime de soi, elle est importante. Alors, l'estime de soi, on en parle beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est que l'estime de soi? En fait, pour moi, je dirais que c'est un équilibre très fragile entre trois composantes. L'amour de soi, c'est le premier élément. Est-ce que je m'aime? C'est important. Et puis, quelle idée j'ai de moi-même? Comment je me vois? Comment je me ressens? Et puis après, est-ce que j'ai confiance en moi? Et oui, quand on a posé ces trois questions-là, quand on imagine l'équilibre qu'il faut arriver à trouver, à créer, à maintenir, le chemin, il est long. Mais la confiance en soi, c'est pas un but en soi. C'est pas une fin vers laquelle on va tendre. La confiance en soi, c'est plus un outil, c'est quelque chose qui va nous aider à avancer dans la vie. Et pourquoi faire? La confiance en soi, c'est un outil qui nous sert à agir sans crainte excessive de l'échec. Et ça, cette crainte de l'échec, là encore, tous les jours, vous la ressentez, vous la voyez autour de vous. Et non seulement il faut pouvoir agir sans crainte de l'échec, parce que l'échec, aujourd'hui, il nous fait tous peur, plus ou moins, mais il nous fait peur à un moment donné. Mais il y a encore quelque chose qui nous fait peut-être davantage peur, c'est le jugement d'autrui. Et avoir confiance en soi, c'est s'accorder de l'autorisation de s'affranchir du jugement d'autrui. Évidemment, il y a du chemin à faire pour nous tous, parfois, mais nous défendons ce droit à l'estime de soi, à cette reconstruction parfois. La solidarité. Oui, la solidarité s'exprime à tous les niveaux. D'abord par un soutien aux familles, par le droit au répit des accompagnants. Les accompagnants, ce sont les parents, ce sont les frères, les sœurs. Je crois, nous avons le sentiment que parfois les accompagnants, ils sont pris dans une forme d'entonnoir qui débouche sur un tunnel. Pourquoi? Parce que, au fur et à mesure qu'ils avancent dans la vie, et que leurs proches lui-même avancent dans la vie, vieillit, l'entonnoir, il se referme. C'est pas systématique, c'est pas général. Mais je pense que beaucoup de familles le vivent. C'est-à-dire que progressivement, le cercle des proches, des amis, il se rétrécit. La famille, elle s'éloigne. Et puis on arrive à un isolement. Un isolement de ce noyau familial, constitué donc de la personne en difficulté, de ses proches,
et puis de cette grande souffrance, dans une forme de solitude, et puis d'un épuisement des accompagnants, parce que la personne, elle est là tous les jours. Elle réclame de l'aide, elle réclame du soutien, elle réclame aussi quelque chose de l'ordre du matériel, et les parents, ils s'épuisent dans cela. Et les parents épuisés, déjà humainement, ce n'est pas acceptable, mais de plus, ils deviennent inopérants pour leurs proches, lorsque ce choix de vie a été vraiment choisi, mais parfois il est imposé. Alors oui, nous réclamons le droit au répit des accompagnants. Et ça, il faut aussi que les pouvoirs publics puissent l'entendre, parce que des accompagnants qui trouvent du répit, parce que ici et là, une structure, quelle qu'elle soit, quelle qu'en soit la forme, va permettre à leurs proches d'aller vivre quelques jours, quelques heures, quelques semaines ailleurs. C'est un temps de pause pour les accompagnants. Mais c'est bien plus que cela, parce que le droit au répit, c'est aussi mettre en situation de séparation provisoire, d'éloignement des personnes qui vivent ensemble tous les jours. C'est aussi leur prouver qu'il ne va rien se passer de grave, qu'il n'y a aucune catastrophe qui les attend s'ils ne sont pas tous les jours ensemble. Et c'est peut-être ainsi une façon, en quelque sorte, de mettre le pied à l'étrier des uns et des autres, en leur disant, mais puisque vous l'avez vécu quelques heures, peut-être que demain vous pourrez le faire quelques jours, et puis que peut-être que demain, votre proche qui réclame, vous ne l'entendez pas, mais peut-être qu'il réclame de vivre quelque chose d'autre ailleurs, avec d'autres personnes, bien peut-être que c'est quelque chose qui pourra se faire. Donc oui, le droit au répit, il est très riche, il est indispensable. Le militantisme quotidien partagé, oui, ben ça c'est la foi du charbonnier, hein. C'est le propre des militants des associations. Alors, c'est pas toujours facile, tout le monde n'y arrive pas, mais je vous prie de croire que là, nous avons une présidente déterminée et qu'on peut lui faire confiance pour cela. Merci à elle en tout cas. Dans les valeurs que nous souhaitons vraiment défendre, il y a celle de citoyenneté. Alors, quand nous parlons de citoyenneté, c'est un terme qui est à considérer dans toutes ses dimensions, hein, dimensions sociales, professionnelles, économiques, culturelles. C'est pas de la citoyenneté en solde, hein, jusqu'au 19 février, là je crois. Hein. C'est de la solidarité et de la citoyenneté totale, définitive. Vivre dans la cité, oui, c'est le dernier terme de cette liste. Hein. C'est pouvoir exercer des droits civils, des droits sociaux, des droits politiques. Alors, attention, ne nous prenons pas sur la politique. J'ai bien rappelé que la PLUI est une association laïque. Donc, nous ne sommes pas là pour faire de l'endoctrinement, quel qu'il soit. Mais toutes les personnes ont droit d'exprimer et d'avoir un engagement politique. Elles ont le droit, et évidemment, la législation a évolué récemment, hein, vous le savez maintenant, mais le droit de vote est revenu et réaccordé et accordé à de nombreuses personnes qui en étaient privées depuis bien longtemps. Dans quelques mois, nous aurons les élections, je prends un exemple, hein, et dans quelques mois, nous aurons les élections européennes. Donc, logiquement, toutes les personnes qui souhaitent voter devront pouvoir le faire. Est-on assuré pour autant que les bureaux de vote seront accessibles, et pas uniquement aux personnes à mobilité réduite, mais est-ce qu'il y aura quelqu'un pour accompagner et accueillir les personnes qui voient mal, qui entendent mal, qui ont un petit peu de mal à se repérer dans un espace, qui peuvent être prises un peu de peur parce qu'il y a une file d'attente de gens qui ne connaissent pas? Est-ce que les bulletins des professions de foi des candidats seront rédigés dans un langage accessible à tous? Question posée, vous connaissez la réponse. Donc oui, vivre dans la cité, c'est ça, c'est avoir accès à tout cela également.